rendues par des tribunaux. Oui, là, c'était Or, il n'y a aucun tribunal aux États-Unis qui ait été saisi des attentats eux-mêmes. On a une commission d'enquête qui a produit La commission un document, d'enquête est une commission présidentielle. Ouais. C'est-à-dire le président Bush a nommé des gens pour mener une enquête visant à attester que lui avait raison. Et là, Donc, effectivement, ils ont fait info, ce pourquoi on les avait officiellement, choisis. plus d'un Américain sur deux ne croit pas à la version officielle. Absolument, ils ne croient pas à la version gouvernementale des événements du 11 septembre. Mais c'est pas pour autant qu'il y a la révolution chez eux. Et voilà, la majorité des gens est bien persuadée que leur gouvernement est impliqué, non pas simplement d'avoir fermé les yeux, mais est impliqué dans l'organisation des attentats du 11 septembre, à un titre ou un autre. Et pourtant, ils ne se sont pas révoltés. Il y a des centaines et des centaines de personnalités aujourd'hui aux États-Unis qui ont pris position publiquement là-dessus. Il y a des sites qui recensent la totalité de des prises de position importantes. Vous pouvez nous donner des figures ce sont des sénateurs, il y a des anciens gouverneurs. Alors, il y a d'anciens parlementaires. Il y a un seul parlementaire en activité, du Congrès en activité, qui a pris position là-dessus, Madame McKinney. Mais sans ça, il y a pas mal d'anciens parlementaires, il y a d'anciens ministres, il y a des généraux, des gens très différents, des universitaires, des gens dans toutes sortes de secteurs différents de la société. Mais leur point de vue est totalement marginalisé. Et on nous oppose toujours la même histoire en nous disant mais si tout ça était vrai, il y aurait des gens ayant participé à l'opération qui parleraient, alors que c'est évidemment une absurdité de présenter ça. Le secret militaire aux États-Unis est quelque chose de très puissant. On peut mener ce qu'on appelle les black programmes aux États-Unis, qui sont des programmes secrets du Pentagone qui apparaissent sur les lignes budgétaires du Pentagone. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui participent à ces programmes secrets, on n'en a jamais d'explication en public. Bon. Donc, pourquoi tout d'un coup le secret serait violé? Et d'autant que aujourd'hui, il y a des méthodes de gouvernement qu'on connaît bien, elles ont été étudiées dans le cas du nazisme, sur le fractionnement de la responsabilité. Quand on mène des opérations comme ça, on fractionne les responsabilités de telle sorte que si un témoin veut parler, il ne peut attester que d'une petite chose qui n'a pas de signification suffisante pour parler de l'ensemble, donc il s'expose lui-même sans que son témoignage soit utile. Et donc comme ça, on est sûr que personne ne parle, en tout cas très peu de gens ont intérêt à parler. Voilà. Donc, oui, aux États-Unis, les choses se transforment, mais pour le moment, rien n'en sort. Et par contre, dans cette période en Europe, les États européens commencent à se faire les relais de la répression qui existe aux États-Unis. Parce que cette répression aux États-Unis, elle est très sérieuse. Par exemple, dans les campus aux États-Unis, les universités, c'était traditionnellement un grand lieu d'expression intellectuelle. Les médias s'y portent peu, mais les universités, c'était vraiment ça aux États-Unis. Bon. Il y a 3 ans, il y a un professeur d'université qui a été arrêté parce qu'il avait organisé une collecte pour les œuvres sociales des œuvres sociales en Palestine qui étaient contrôlées par le Hamas. Il a été incarcéré pendant 3 ans pour ça. Ça a un peu refroidi ses collègues universitaires. Et on ne trouve plus dans le corps enseignant en activité de gens qui osent encore critiquer le système. Bon, il y a l'exception de Norman Finkelstein qui vient de rentrer en grève de la faim et qui a toutes les chances de mourir de sa grève de la faim, puisque personne ne prendra soin de lui. Je vais poser une question idiote. Oui. En admettant que les néoconservateurs perdent les élections au profit des démocrates, est-ce que ça a une chance de changer ou est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y a peu de chances que ce qu'on appelle la droite américaine gagne les prochaines élections. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que c'est tout à fait possible qu'elle gagne quand même les prochaines élections. Même s'ils les perdent, ils les gagnent quand même, d'ailleurs. Mais ça ne changera rien au problème, parce que ce qui est en cause, c'est la manière de gouverner d'une classe dirigeante. C'est pas une question de parti politique. Oui, donc c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et d'ailleurs, ces responsables politiques qu'on voit maintenant aux États-Unis sont très coupés de leur propre population, n'ont plus trop de rapport avec eux, ils se débrouillent entre eux, ils se partagent cette affaire. Ça ne ressemblerait pas un peu à ce qu'on a appelé chez Sarkozy l'ouverture à gauche, qui consiste à aller chercher des atlanto-sionistes libéraux au Parti socialiste? Mais ce que fait Nicolas Sarkozy, et qui lui a permis de gagner je pense avec raison, il a gagné les élections, parce que
le système politique français est complètement détruit par le fait que les partis politiques étaient restés sur des concepts de la guerre froide. Hein. La définition de la droite et de la gauche était héritée de la guerre froide. Cette guerre froide, elle est finie, on a mis du temps à s'en rendre compte, l'Union soviétique a disparu, il n'y a plus de contre-modèle, tout ça, il n'y a qu'une seule puissance. Donc, toutes les définitions qu'on avait de ces clivages droite-gauche ne marchaient plus. Tout le monde s'en rendait compte, tout le monde le disait tous les jours, mais on n'en tirait aucune conclusion. Lui, il a été le premier à en tirer une conclusion. Il a dit, puisque ça a disparu, lui, il n'est ni à droite ni à gauche, il est du côté de la puissance dominante. Il rentre sur un autre type de clivage. Il dit, voilà, je défends les États-Unis et Israël, et puis ceux qui sont contre, qui se mettent en face. Et personne ne se met en face. Ça m'appelle une question. Quand il a hésité, soi-disant, pour le ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère clé, parce que c'est là où les gaullistes continuaient à pratiquer une politique équilibrée qu'eux-mêmes appellent politique pro-arabe, qui en fait était juste qui défend les intérêts français. Et quand on prétend qu'il aurait hésité entre Védrine et Kouchner, qui n'est pas du tout la même ligne, est-ce qu'il y avait une possibilité réellement que Védrine, qui est quand même un néo-gaulien, puisse accepter le boulot? À ma connaissance, il n'a pas proposé ce travail à Védrine. C'était Bidon. Il lui a proposé de prendre le ministère de la Justice, mais pas les Affaires étrangères. Voilà, et justement, les Affaires étrangères étaient réservées à une personne, quelqu'un qui puisse jouer le rôle de porte-parole des intérêts atlantistes. Hein. Bon, enfin, Bernard Kouchner n'est pas le vrai ministre, hein, c'est juste quelqu'un qu'on met devant les caméras pour parler. Le vrai ministre, on ne le voit pas, il est à l'Élysée, c'est Jean-David Lévy, c'est lui qui mène la politique étrangère de la France. Il était où, aux États-Unis, lui, avant? Il a été ambassadeur aux États-Unis, à la fois à New York et à Washington, hein, c'est-à-dire à l'ONU et puis pour les États-Unis. Mais il a été, c'est l'homme du sérail, c'est-à-dire c'est un homme élevé au sein des services secrets, qui a été conseiller diplomatique de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, maintenant de Nicolas Sarkozy, et qui représente la faction atlantiste dans l'administration française, puisque jusqu'à présent, nous avions toujours un équilibre assez particulier entre atlantistes et gaullistes dans l'administration. Maintenant, il n'y en aura plus que pour les atlantistes. Est-ce qu'il y a une résistance des gaullistes? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a des... Alors, si tu as les infos. Il se passe quelque chose, mais ce qui se passe pour le moment, c'est exclusivement des résistances dans l'administration à certains ordres qui peuvent être donnés, voilà, dont l'application va peut-être traîner. Et par contre, il n'y a aucune résistance en termes politiques de débat public. Je n'ai pas entendu de gens pour le moment, ni à droite, ni dans ce qui reste de la gauche, élever de protestation. Tout juste, Dominique de Villepin semble vouloir sortir du bois et éventuellement défendre les intérêts français face au camp atlantiste. Et pour amener une dernière question, qui me paraît la conclusion logique de tout ça, quel espoir? Avant de faire une conclusion, moi je voudrais revenir sur le point que je disais sur la transcription en droit français de ce qui se passe aux États-Unis en termes de répression. Donc les listes administratives que M. Bush écrit de ses opposants politiques sur son territoire et à l'étranger, dans la politique impériale qui est la sienne, ces listes commencent à avoir une application sur le territoire européen et même en France. C'est-à-dire que l'administration française applique les... Le premier cas a surgi fin août, où un ressortissant tunisien qui venait demander l'asile politique en France, on lui a expliqué qu'il était sur les listes de M. Bush, et que donc non seulement il n'aurait pas d'asile politique, mais on allait tout de suite l'incarcérer, et qu'on verrait plus tard. Bon. Ça, c'est le début. Alors, je sais que la comparaison est très offensante et je ne voudrais pas mélanger tout, mais il y a dans notre histoire nationale, il y a toujours eu une tendance dans certains groupes à s'aligner sur la puissance dominante du moment. Tu penses aux années 40 le truc qui s'appelait l'occupation. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Donc il y a des gens à ce moment-là, ils s'étaient alliés à la puissance dominante. Alors ils n'étaient pas nazis, ils n'étaient pas fascistes, c'est pas le problème. C'est simplement, ils étaient pour l'Allemagne parce que l'Allemagne avait gagné, c'est tout. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Ils ont appliqué avec zèle, plus que même qu'on leur demandait,
la répression qu'ils pensaient agréable aux yeux du Reich. Voilà. Et je pense que cet état d'esprit est en train aujourd'hui de s'installer au sommet en France. Voilà. Ça, c'est très très grave. C'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que ce genre de choses, ça s'installe par petites touches dans une succession de petits textes qui chacun n'est pas bien grave, mais qui à la fin forment un corpus dont tout le monde est prisonnier. Voilà. Dans une période de précarité économique où les gens ont d'autres chats à fouetter, ça touche quand même très très peu de gens. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où la société est organisée de manière très différente de ce qu'elle était il y a 70 ans. Donc, il y a 70 ans, il y avait des grandes usines, on avait des partis de masse, des organisations de masse, et on avait aussi une répression de masse. Bon. Aujourd'hui, le mode de production est différent, c'est des petites unités reliées par Internet, tout ça. Atomisées, voilà. Donc, ça se voit pas. La répression, elle est organisée de la même manière. Elle va être atomisée, elle va choisir de manière très sélective quelques individus, elle va leur tomber dessus, oui peut-être, elle va leur tomber dessus, bien sûr, hein. Elle va leur tomber dessus, et puis on va espérer que ces exemples seront suffisamment effrayants pour que les autres se tiennent à carreau. Voilà. Mais on va éviter la répression massive. Donc là, ma question sur l'espoir, c'est que dès lors que c'est un truc subtil, d'initié, dans une période où les gens courent après le boulot, se posent le problème des retraites, etc., quel espoir il y a que s'organise, si on veut se rappeler du passé, ou De Gaulle, Jean Moulin, le CNR, voilà. comment quoi. Mais de même que il y a malheureusement, depuis Aliénor d'Aquitaine jusqu'à Philippe Pétain, il y a cette sinistre tradition de s'aliéner de s'allier et de s'aliéner avec la puissance dominante. Philippe d'égalité déjà. Eh bien, il y a aussi dans notre histoire un courant tout aussi vivace de résistance nationale, d'affirmation de sa propre indépendance, de sa propre fierté. Hein, bon. Et donc je pense que ça va apparaître aussi. Mais le problème, ça apparaît toujours en réaction. Ne tardons pas, nous sommes déjà en retard. Est-ce qu'il y a un mouvement politique qui aurait ce potentiel plus qu'un autre, je ne sais pas, le Parti Socialiste, le MoDem, quand ce genre de choses national, quand ce genre de choses surgit, ça ne se fait pas dans le cadre des partis politiques et des institutions existantes. Ce sont des individus qui montrent une volonté particulière et qui coalisent autour d'eux des gens qui ont le même souci. Hein. Qui sont capables de dépasser les clivages anciens face à la menace nouvelle, comme quand Moulin a réussi à fédérer les gaullistes et les communistes. Moi, je suis radical de gauche, c'était le parti de Jean Moulin. Jean Moulin, quand il a organisé la résistance en France, a accepté des gens de tous bords politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il n'avait qu'une seule limite qui était précise, c'est qu'il refusait de travailler avec des gens qui s'étaient salis les mains en allant combattre aux côtés des franquistes contre les républicains espagnols. Donc ceux-là, il a accepté de travailler avec des gens qui avaient fait des déclarations les plus invraisemblables. Il distinguait les gens qui avaient peut-être tenu des propos de tribune qu'ils pouvaient regretter ou qui, avec leur temps, le recul leur paraissait regrettable. Il faisait bien la distinction entre ceux-là et ceux qui avaient été se battre militairement pour assassiner les républicains espagnols. Donc voilà, ça c'est les seuls qu'il a écartés. Et il a accepté tous les autres, encore une fois, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Voilà. C'est cette démarche que nous devons avoir. Cette notion même, ce spectre politique tel que nous le connaissons, a vécu. C'est fini ça. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous acceptez la domination de cet empire, une domination qui est sanglante, dont nous voyons les conséquences. Hein, regarde ce qui s'est passé en Irak. Hein, ils débarquent comme ça, ils ont tué plus d'1 million de personnes en Irak, et 3 millions de personnes ont quitté l'Irak pour fuir leur sauvagerie. Donc ça, c'est des choses concrètes. Voilà. Nous, on accepte ça ou on le refuse. Et si on le refuse, qu'est-ce qu'on fait en face?
faut en finir avec cette attitude Donc là, tu n'es plus dans la position réseau Voltaire d'il y a 10 ans. Ah non, je ne ne traque plus le fasciste et l'homophobe. On est sur des questions plus graves, là. On est sur quelque chose de beaucoup plus grave. Le monde est en guerre. Hein. Le monde est en guerre, ce pays-ci est concerné. C'est pas simplement parce que la France a une histoire commune avec le Liban, avec tout un tas de pays comme ça qui rentrent. On avait une histoire commune avec l'Irak, qu'ils avaient choisi comme fête nationale le 14 juillet, etc. Bon. Donc, c'est pas simplement ça. C'est que, par exemple, aujourd'hui, quand les États-Unis discutent de savoir ou non s'ils vont attaquer l'Iran pour pouvoir prendre ce qui reste de réserves pétrolières. Quels sont les hommes politiques en France qui se sont opposés publiquement à cette... À l'attaque de l'Iran, pour le moment, oui. Pour le moment, il n'y a que Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est clair, oui. Mais donc la question, c'est il faut savoir quel est le but pour attaquer l'Iran. Bon, c'est pas la bombe atomique iranienne, elle n'existe pas, il n'y a pas de programme, tout ça est complètement bidon, ça n'existe pas du tout. Même si on avait un, à la limite. Non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. On sait que ça n'existe pas. Donc c'est pas, on va nous rejouer à chaque fois qu'on va attaquer un pays, nous rejouer les violons des armes de destruction massive. Fait le beau, soi-disant, dans des déclarations sur les centrifugeuses. Mais le problème, ce qu'il est en train de faire, c'est d'autres choses. Il a besoin de centrifugeuses pour tout à fait autre chose que fabriquer la bombe atomique. Oui, donc tu dis le nucléaire civil, oui, ça existe. Non, mais c'est pas pour le nucléaire civil non plus qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est une recherche militaire très particulière qui n'a rien à voir avec la bombe atomique. Ça, je connais pas, c'est le sujet. Enfin, c'est des choses techniques, mais il n'y a pas d'armes de destruction massive derrière tout ça. C'est pas du tout ça. Bon. Mais de toute façon, le but de l'attaque de l'Iran est dans une position défensive, est obligé de penser à un encerclement qui est en train de se mettre en place, et que l'Iran, qui est une puissance moyenne, a toujours été brisée quand elle a essayé d'avoir une certaine indépendance, du temps de Mossadegh, du temps du Shah. Bien sûr, bien sûr. On sait très bien que le Shah, Khomeini, sans les Américains, Khomeini ne serait pas venu au pouvoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'attaque de l'Iran, si elle a lieu... Elle aura lieu ? Ça, je lis pas dans le mar de café, mais bon, présentement, ça me paraît très difficile. Mais si elle a lieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, c'est bien entendu à terme de contrôler les réserves pétrolières, d'empêcher des gens de prendre ce pétrole et de le garder gelé, peut-être pendant 10 ans, pour qu'il puisse servir après aux États-Unis. Mais le but immédiat, s'il y a une attaque de l'Iran, c'est la destruction de l'Europe. Il faut quand même que ce soit bien clair. Paul Wolfowitz, en 1991, il n'était pas encore le ministre qu'on a connu par la suite. Paul Wolfowitz avait été chargé par Dick Cheney et Bush père de rédiger un rapport sur le monde après l'Union soviétique. Et il avait expliqué que les États-Unis, devenant la seule superpuissance, devaient conserver leur avantage sur les autres. Et ils devaient s'assurer qu'il n'y ait jamais de compétiteurs qui puissent les menacer. Et le seul compétiteur, c'est l'Europe. Et le seul vrai compétiteur, il y avait 3 compétiteurs, il y avait donc l'Union européenne, puis la Fédération de Russie, puis la Chine. Et Wolfowitz préconisait de casser l'Union européenne, de casser l'économie de l'Union européenne, pour s'assurer que ça ne soit pas un compétiteur. Donc le moyen de casser l'Union européenne, c'est de couper son approvisionnement pétrolier. S'il y a une guerre en Iran, la seule vraie victime, en dehors de l'Iran, ça sera d'abord l'Union européenne, parce que on arrêtera l'approvisionnement pétrolier par cette voie-là. Les États-Unis ont d'autres approvisionnements pétroliers possibles, pas suffisamment pour l'Union européenne. Voilà. Donc le but à ce moment-là, c'est bien de nous atteindre, nous tous, ici. Bah écoute, le message est passé. Hein. Merci Thierry, à bientôt. Et bonne chance.